J'y vais, c'est bon? Oui, parfait. Eh bien, à mon tour, je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs, que ce soit François Cochet, ou bien sûr l'équipe du Musée de la Grande Guerre, pour cette invitation, pour évoquer des personnes qui deviennent françaises, en tout cas celles qui ont survécu à la guerre en 1919, mais qui ont connu une toute autre guerre. Donc nous sommes ici quelques-uns dans la salle dont les ancêtres ont vécu cette guerre-là, cette guerre particulière, qui n'est pas celle des autres Français, avec toutes sortes d'incompréhensions évidemment après 1918, et une réédition de ces incompréhensions après 1945, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, les Alsaciens-Lorrains ont connu un autre destin que celui des autres Français. Alors justement, il ne faut pas confondre les deux guerres, pardon. On a cette expression qui est celle des malgré nous, qui est inventée en 1920, mais qui est en fait surtout utilisée pour la Seconde Guerre mondiale. Donc dans les deux cas, les choses sont très différentes. En 1914, nous avons ici une carte de l'Empire allemand. Les Alsaciens-Lorrains sont allemands depuis 1871 en droit. Il y a eu un traité, le traité de Francfort, par lequel la France a cédé, on va voir le détail rapidement, des provinces à l'Allemagne. Donc, que les Alsaciens-Lorrains soient mobilisés dans l'armée allemande en 1914, c'est normal. Ils sont citoyens allemands, ils servent dans l'armée allemande. Alors, j'évacue tout de suite la Seconde Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, c'est très différent, puisqu'il n'y a pas d'annexion juridiquement de l'Alsace-Moselle, comme on dit à ce moment-là, que ce sont donc des citoyens français qui sont incorporés dans l'armée allemande à partir de 1942. Donc même si on emploie parfois le même terme, malgré nous pour les deux guerres, ça recouvre des réalités très différentes. Alors cet empire allemand, vous le voyez ici, cette Alsace-Lorraine, c'est la marge occidentale d'un immense empire qui s'étend jusqu'à la Lituanie actuelle et la Russie actuelle, l'enclave de Kaliningrad. Donc cette Alsace-Lorraine, elle est allemande depuis le traité de Francfort, à la suite d'une annexion, et cette annexion a coïncidé avec la création de l'Empire allemand. Donc vous voyez que cet empire, c'est un empire fédéral, c'est-à-dire que la création de l'Empire allemand n'a pas fait disparaître les États préexistants, donc qui continuent d'exister. L'empereur est en même temps le roi de Prusse, mais il y a également un roi de Bavière, un roi de Wurtemberg, un grand-duc de Bade, un roi de Saxe, etc. etc. L'Alsace-Lorraine a un statut particulier. Jusqu'en 1911, c'est au sens strict ce qu'on appelle le Reichsland, c'est-à-dire la terre d'empire, qui est une possession de l'ensemble des autres États allemands, une espèce de cadeau qui était dans la corbeille de mariage en 1871. Mais à partir de 1911, l'Alsace-Lorraine dispose, elle aussi, comme les autres États allemands, d'une constitution et d'un gouvernement. Donc avec toujours un gouvernement. Alors c'est ambigu parce que ce n'est pas tout à fait le même statut que les autres États allemands. Il y a toujours un gouverneur, Statthalter, qui se trouve à Strasbourg. Mais il y a également un chef du gouvernement d'Alsace-Lorraine qui se trouve dans le bâtiment d'à côté, sur l'actuelle place de la République à Strasbourg, et qui a des ministres. Et donc, même à partir de 1911, il y a des lois d'Alsace-Lorraine qui, pour certaines, sont encore en vigueur aujourd'hui d'ailleurs, notamment dans le droit de la chasse, des notaires, enfin toutes sortes d'aspects. Donc, cette première carte pour vous montrer que l'Alsace-Lorraine, petite partie d'un tout immense à cette époque-là. Et donc les écoliers en Alsace-Lorraine apprennent aussi l'histoire de cet empire. Alors, qu'est-ce que l'Alsace-Lorraine? J'évacue là aussi une autre question qui ne manquerait pas de m'être posée dans un éventuel débat qui suivrait ces interventions. Alsace-Lorraine ou Alsace-Moselle? Alors tout simplement, ça dépend de quelle période on parle. Entre 1871 et 1918, et même largement au-delà, l'expression Alsace-Moselle n'existe pas. On ne parle que de l'Alsace-Lorraine ou de l'Alsace et la Lorraine. Donc vous avez ici une carte des départements français qui ont été annexés en totalité ou en partie en 1871.
Donc on voit que c'est seulement une partie de la Moselle qui a été annexée, une partie également du département de la Meurthe. Avec ce qui restait, la France a fait la Meurthe et Moselle. Il y a aussi un petit morceau, je ne sais pas si j'ai un... Oui, ici vous voyez même qu'il y a un tout petit morceau des Vosges qui a été annexé à l'Alsace-Lorraine allemande. Le Bas-Rhin a été annexé dans sa totalité. Le Haut-Rhin, sauf l'arrondissement de Belfort. En réalité, c'est même plus compliqué parce que 4 communes de l'arrondissement de Belfort ont tout de même été annexées. Bon, donc, on a un ensemble hétéroclite et ça viendrait à l'idée de personne à cette époque-là de parler d'Alsace-Moselle parce que vous voyez que c'est seulement un morceau de la Moselle qui a été annexé. Donc, cette expression Alsace-Moselle, elle apparaît en 1919, mais elle se généralise vraiment après 1945. Chacun en mémoire la brigade Alsace-Lorraine, formée pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne n'a eu l'idée d'appeler ça la brigade Alsace-Moselle. Voilà, donc ce point de vocabulaire est important parce que j'ai souvent des remarques à ce sujet. Vous êtes un grand professeur, agrégé, machin, mais vous vous êtes trompé. Vous avez dit Alsace-Lorraine au lieu d'Alsace-Moselle. Bon, voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, au point de vue linguistique, ça c'est important aussi. Vous avez ici une petite frontière qui n'est pas la frontière politique, ici matérialisée en vert, qui est la frontière linguistique. Donc on voit que tout ce qui est à l'est de cette ligne verte est formé de dialectes germaniques, donc que ce soit alémanique pour la grande partie de l'Alsace et francique pour le nord de l'Alsace et la Moselle germanophone. Donc il y a intercompréhension entre ces dialectes, même s'il y a des différences évidemment, mais les gens, en faisant un petit effort, se comprennent. À l'époque, ces dialectes ne sont pas écrits, ou ils commencent tout juste à être écrits. Il y a des premières pièces de théâtre, poésie en dialecte qui sont publiées à la fin du XIXe siècle. Mais la langue littéraire, c'est l'allemand. Donc quand on écrit et quand on va à l'école, on apprend l'allemand. D'ailleurs, on n'apprend pas que l'allemand parce que vous voyez qu'au-delà de cette ligne, donc à l'ouest, on parle le français. Donc dans cette Lorraine annexée, et une petite partie de l'Alsace, ici, ce qu'on appelle les vallées welches. Welsh, ça vient de Guelfes du Moyen-Âge, les Guelfes, les partisans du pape, ceux qui parlaient le latin. Donc pour les Allemands, tout ce qui est welsh, c'est une langue latine. Ça a donné aussi les Valaques en Roumanie, c'est ceux qui parlent une langue latine. Donc dans cette région, la langue maternelle à la maison, c'est le français, pendant toute l'annexion. Et, chose qu'on sait peu, à l'école, le français est enseigné. L'équivalent du CP se fait intégralement en français dans ces régions-là, à l'époque allemande. Je parle bien avant 1914 et pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le français continue à être enseigné tout au long du cursus, et notamment le catéchisme se fait en français, y compris pendant la guerre de 14-18. Les évêques allemands, pourtant, de Strasbourg et de Metz, ont imposé le fait qu'il fallait que les jeunes comprennent ce qu'on leur dit, et donc on leur parle français, dans l'intérêt de la transmission de la foi. Donc voilà la présentation, puisque, comme disait Foch, dit-on au début de chacun de ses cours, de quoi parle-t-on? Voilà de quoi on parle, l'Alsace-Lorraine ou l'Alsace et Lorraine. Alors cette région donc, est dans l'ensemble allemand, et il n'est pas étonnant donc qu'en 1914, les Alsaciens et les Lorrains soient appelés sous les drapeaux. Ils font leur service militaire déjà depuis 1872 dans l'armée allemande. Le service militaire déjà était une occasion de voyage importante. Vous avez vu la carte tout à l'heure. Donc beaucoup de recrues étaient envoyés à l'autre bout de l'Allemagne, où ils se retrouvaient parmi des gens parlant des dialectes allemands parfois très différents du leur. Bon, bien sûr, il y avait l'allemand standard pour les commandements. Donc ces francophones, ils n'étaient pas tous bilingues, ils avaient suivi les cours d'allemand. Enfin, on sait tous que certains d'entre nous ont fait 7 ans d'allemand ou d'anglais et ne sont pas capables de dire 3 mots. Bon. Et donc c'était pareil aussi pour un certain nombre de Lorrains de cette époque-là. Bon, alors ils restaient entre camarades, et puis bien sûr on sait que suffisait de comprendre en gros 60 ou 70 mots et on arrivait à se débrouiller. Dans l'armée austro-hongroise, c'était pareil. Alors ils ont donc été déjà envoyés un peu partout en Allemagne, mais aussi certains faisaient leur service dans la région. 1913, l'affaire de Saverne, ce sont des recrues alsaciennes qui sont insultées par un officier prussien et qui faisaient donc leur service en Alsace. Donc
tous les cas de figure existent. Alors ici, c'est une photo qui est prise le 31 juillet 1914. Hein, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un tout petit au-dessus. Donc c'est ce qui s'appelle le Kriegsgefahrzustand, c'est-à-dire l'état de danger de guerre imminent. Donc on rappelle les réservistes et on interdit les permissions. C'est la dernière étape avant la mobilisation générale. Alors on est ici devant le long de la cathédrale de Strasbourg. La cathédrale est ici sur la droite de la photo. Et donc on voit que comme partout, eh bien, ça se fait dans une ambiance pas forcément joyeuse, mais en tout cas de respect de l'égalisme. Hein. La plupart des recrues vont à la caserne qui leur est indiquée sur leur ordre de mobilisation. Les recrues alsaciennes sont mobilisées dans le 14e corps à Karlsruhe, le 15e à Strasbourg et les Lorrains dans le 16e à Metz ou le 21e à Sarrebruck. Donc chacun sait où il doit se rendre. Alors on estime néanmoins qu'environ 3000 jeunes ont franchi la frontière dans les dernières heures avant la mobilisation générale ou dans les heures qui suivent pour donc passer en France ou en Suisse afin d'éviter le service militaire dans l'armée allemande. Alors ça rejoint une tradition qui existait depuis 1872 d'émigration de jeunes au moment du service militaire ou juste avant le service militaire. Donc des gens qui partaient notamment en France, avec ce que les Allemands appelaient la gare des déserteurs, la gare d'Avricourt, entre Strasbourg et Nancy, dont on voit encore les ruines aujourd'hui au bord de la route, enfin de la voie ferrée. Il y a deux gares, la gare allemande et la gare française. Il y avait également Petit-Croix vers Belfort. Bon, il y avait des points de passage et il y avait des bureaux de la Légion étrangère. Donc beaucoup de ces Alsaciens ont déjà vécu des aventures dans l'armée française avant-guerre. Et il y avait également une émigration continue vers l'Amérique. Donc d'ailleurs, on pourrait en parler aussi, ça pourrait faire l'objet d'une communication en soi. Un certain nombre de ces Alsaciens d'Amérique qui reviennent avec l'armée américaine en 1917-18. On a des témoignages, à commencer par celui qui se prétendait lui-même alsacien, le général Pershing, qui avait peut-être quelques ancêtres alsaciens. Bon. De même que Eisenhower avait un ancêtre venu de la région de Forbach. Donc, dans l'armée américaine, on a des Allemands et peut-être même des Alsaciens lorrains. Alors cette mobilisation, c'est l'occasion de présenter le soldat alsacien. Ici, c'est un soldat du 43e d'infanterie qui se trouvait en plusieurs morceaux, mais notamment à Wissembourg. Donc vous avez les fameuses bottes contre les bandes moltières des soldats français, le fusil austro-allemand Mauser. Je ne garantis pas que c'en ait un sur cette photo, mais c'était la dotation habituelle. Et puis le fameux casque à pointe, donc, sur lequel on avait mis, dès le début de la guerre, ou même déjà en temps de paix pendant les manœuvres, du tissu pour éviter qu'il brille. Bon, en général, il était en cuir bouilli pour le simple soldat. C'est les casques d'apparat qui étaient en métal. Le ceinturon avec la fameuse formule Gott mit uns. Très prisés, ces ceinturons, par les gens qui faisaient prisonnier les soldats, allemands en général, qui leur volaient pour ensuite les garder comme trophées. Et donc tout le barda, comme n'importe quel soldat de n'importe quelle armée à cette époque. Mais je vous montre cette photo notamment parce que les Français arrivant en 1918 voient dans la plupart des maisons dans lesquelles ils logent des photos comme ça au mur. Et donc ils sont très choqués. Des photos de Bosch dans votre maison. Mais oui, mais monsieur, mais c'est mon fils, c'est mon frère. Voilà, ils ont du mal à intégrer ce fait. Même aujourd'hui, quand on enseigne l'histoire en Alsace-Moselle, donc on parle bien sûr des poilus comme partout, sans peut-être se dire que, alors évidemment les classes ne sont plus comme en 1918, mais qu'une partie encore des élèves a eu des arrière-grands-parents qui se trouvaient sous cet uniforme-là. Alors les classes se font souvent loin de Strasbourg ou de Metz. Ici, vous avez une photo qui nous vient d'un particulier, avec 3 soldats qui sont pris dans un studio, ici, sur un appareil aviatique factice, volant au-dessus de Doberitz, dans le Brandebourg, donc près de Berlin, où ils ont fait leur classe. Alors c'est le fameux drill prussien,
On parlait des sources tout à l'heure. On a environ 60 à 70 témoignages d'Alsaciens-Lorrains de l'époque, donc qui pour presque tous ont été écrits en allemand. Certains ont été traduits. Alors il y a une difficulté méthodologique, hein, c'est que l'écriture qu'on apprenait à l'époque, l'écriture cursive qu'on apprenait à l'époque à l'école, c'était l'allemand gothique. Le gothique imprimé, ça se lit de manière relativement facile au bout d'un moment, mais le gothique manuscrit, c'est difficile. D'autant plus qu'il y a plusieurs sortes. Selon l'instituteur qu'avait la personne, ce n'est pas forcément toujours la même chose. Et aujourd'hui, très rares sont les personnes, y compris en Allemagne, hein, qui savent lire ça. Donc on se trouve dans le cas qu'on trouve également en Russie, hein, où le cursif de l'époque est illisible pour les Russes d'aujourd'hui, a fortiori en Turquie, où on écrivait carrément dans un autre alphabet à l'époque, où les générations d'historiens aujourd'hui ont beaucoup de mal à lire les sources de l'époque. Alors je ne vous parle pas d'un document qu'on possède, on n'a toujours pas réussi à le déchiffrer, qui était écrit en sténo. Donc le soldat était sans doute dactylo, il a écrit tout son carnet en sténo, et pour l'instant impossible à déchiffrer. On a essayé de trouver quelqu'un en Allemagne, bon, pas possible. Donc ça pose des problèmes. Alors, où sont envoyés les Alsaciens-Lorrains? Dans l'imaginaire collectif, que ce soit d'ailleurs pour les 2 guerres mondiales, vous avez la phrase type « Ah, mon grand-père était en Russie ». D'ailleurs, les Allemands se méfiaient des Alsaciens, c'est pour ça qu'ils les envoyaient tous en Russie. Alors, tout ça est à nuancer. Certes, en 1915, puis au début de 1916, il y a donc 2 circulaires dans l'armée allemande qui stipulent qu'en raison d'un fort taux de désertion chez les Alsaciens-Lorrains, il est désormais interdit de leur confier des postes à responsabilité et qu'il faut les envoyer de préférence sur le front de l'Est, où ils hésitent plus à déserter que quand ils se trouvent face aux Français ou aux Britanniques. Alors même dans l'armée allemande, hein, on peut dire que ces circulaires ont été très mal appliqués. Et dans de nombreux cas, on a beaucoup de témoignages et on a aussi, grâce notamment aux archives de l'ONAC, hein, les demandes de carte du combattant, il y a souvent des curriculum vitae du soldat. On se rend compte qu'énormément de soldats ne sont pas du tout envoyés à l'Est. Ils restent en France, ils restent ailleurs. Mais bien sûr, il y en a tout de même beaucoup qui sont en Russie. On ne va pas non plus tomber dans l'excès inverse. Alors ici, toujours des photos qui viennent de particuliers. Il s'agit ici d'un nommé Auguste Effele, qui plus tard fut le maire de sa commune Winsenheim, donc qui est une grosse commune de la banlieue de Colmar aujourd'hui, hein, qui doit avoir peut-être, je ne sais pas, 20 000 habitants, hein. Donc plus petite à l'époque, mais déjà une petite ville, donc qui est en Russie. Ici, dans les pays baltes, en 1915, et on voit que dans l'armée allemande comme dans l'armée française, la première année de guerre, le premier hiver de guerre, la hiérarchie a autorisé un certain nombre de fantaisies dans l'uniforme. L'essentiel étant que le soldat ne soit pas gelé. Parce qu'on ne parlait pas de réchauffement climatique pendant cet hiver 14-15 qui a été particulièrement rigoureux, aussi bien à l'ouest que, bien sûr, à l'est. Donc on voit ces soldats envoyés sur le front est, hein, donc, qui participent aux premières batailles déjà dès 1914 et bien sûr aux grandes batailles de 1915 où ils progressent en territoire russe. Autre soldat, alors celui-ci, Lucien Finance, qui était de Sélestat, et vous avez peut-être à lire ses dates de vie, hein, né en 1896, mort en 2000. Alors j'ai eu le privilège de le rencontrer quand il avait 97 ou 98 ans, il avait encore quelques belles années devant lui. Et c'était une personne qui était dans la cavalerie, hein, vous le voyez ici avec sa cravache. Il était lui aussi dans les pays baltes. Bon, l'entretien s'est passé en allemand, hein, parce qu'il avait peu de notions de français. C'était encore cette génération qui a pu faire toute sa vie dans l'Alsace française sans savoir le français, mais ce n'était pas un problème, hein. Le journal en allemand, la télé en allemand, et ça n'empêchait qu'il se sentait tout à fait français, hein, paradoxe bien connu. Donc lui, il a participé à quelques combats, et ensuite il a eu la chance de se retrouver dans l'intendance de la cavalerie. Donc il était chargé d'acheter notamment de la cassonade pour nourrir les chevaux, et ça lui a permis de rencontrer une jeune Polonaise à Vilnius, Vilno, bon. Et il l'a ramenée à Sélestat dans un train de permissionnaires en 1918, déguisé en homme.
Vous imaginez une petite jeune fille au milieu de 500 permissionnaires qui rentrent à la maison. Bon. Donc elle a vécu avec lui ensuite à Sélestat et donc ils se parlaient en allemand, puisqu'elle parlait l'allemand. Et il a, alors c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est chez ces soldats qui étaient à l'Est, il avait beaucoup de souvenirs aussi des Juifs. Donc ces Juifs, ils reviennent souvent dans les témoignages, d'ailleurs aussi des Français qui étaient en Russie. Ces Juifs qui étaient considérés comme des amis naturels des Allemands, qui ont accueilli l'armée allemande comme une libératrice de l'oppression subie à l'époque du Tsar. Donc ça, c'est surprenant la première fois qu'on l'entend, après on s'habitue, parce que toujours on a la Seconde Guerre mondiale qui se superpose à la Première, et on ne se rend pas compte que pendant la Première Guerre mondiale, les choses ont pu être très différentes. Autre photo qui vient d'un fonds privé, on est toujours dans les pays baltes. Bon, c'est le hasard qui fait que les pays baltes sont surreprésentés dans l'iconographie d'aujourd'hui, mais on trouve des soldats sur tous les fronts allemands en Russie, hein, c'est-à-dire le front centre, le front sud, le Caucase. Il y a des soldats alsaciens et lorrains partout avec les autres Allemands. Ici, c'est un régiment de Uhlans. Hein, on reconnaît le shako du Uhlan. Parmi eux, un nommé Eugène Lehmann, qui est originaire de Bitch, en Lorraine, donc qui se trouve là, qui a eu la chance de rentrer, et dont le fils a été, malgré nous, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le fils que j'ai connu, là, lui qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Crète. Donc, malgré nous, alors je fais juste un tout petit aparté, hein, bon, les pères et les fils qui subissent... il était en Crète dans une station météo et il a passé plusieurs mois où son travail consistait uniquement le matin à relever les températures, la pluviométrie en général 0, et le soir les températures, et ensuite il allait faire la sieste. Bon, après il s'est retrouvé sur le lac Balaton en 1945, c'était pas tout à fait la même chose. Mais enfin, il a survécu. Donc on voit ici les traîneaux, mais il ne faut pas oublier non plus que les traîneaux, c'était un élément dans nos campagnes qui était encore très présent à cette époque-là, hein, y compris ici en Seine-et-Marne, mais notamment encore plus dans le Haut-Doubs, l'Aveyron, etc. En hiver, on circulait en traîneau. Donc ce n'est pas complètement dépaysant. Mais néanmoins, comme le disait François Cochet tout à l'heure, dans leurs témoignages, puisque j'ai eu la chance, quand j'étais tout jeune historien, de rencontrer environ 30 anciens Alsaciens-Lorrains de la Première Guerre mondiale encore, hein, il y a ces comparaisons du paysan qui regarde ce que font les autres paysans. Donc notamment l'admiration pour les terres très fertiles d'Ukraine, de Pologne. Un soldat qui explique ici, ils n'ont même pas besoin d'engrais, tout pousse tout seul, des choses comme ça, ou parfois l'étonnement pour un certain nombre de choses aussi. Les systèmes de chauffage qui ont beaucoup marqué les gens, en Russie notamment, où tout le monde dort autour du poêle en faïence, où il y a même des couchettes hein, qui sont aménagées, hein, qu'on retrouve encore aujourd'hui certainement en Russie, en Pologne ou ailleurs. Il y a également les comparaisons religieuses. Donc la plupart de ces soldats sont catholiques, une minorité protestante. Ils se retrouvent en contact avec le monde orthodoxe, avec les gréco-catholiques aussi. Donc ils écrivent à leurs parents, tout fiers, ben, ici les gens sont catholiques, j'ai pu aller à la messe, ceux qui sont en Pologne par exemple. Donc tout ça c'est particulièrement intéressant. Il y a beaucoup de choses sur la nourriture aussi. Donc notamment un soldat qui était dans les pays baltes lui aussi, son bataillon était très mal nourri, donc ils ont dû se résoudre à abattre des cigognes. Parce que les cigognes, ce n'est pas uniquement en Alsace, hein, notamment à l'est de l'Europe, il y a énormément de cigognes. Et donc il explique que ce n'est pas très bon. Mais enfin, on avait faim, on a mangé des cigognes. On retrouve ces Alsaciens-Lorrains, comme le reste de l'armée allemande, dans les Balkans, et également dans des postes de confiance. Donc vous avez des gens qui sont télégraphistes, qui possèdent les chiffres, on leur fait confiance, il n'y a pas de problème particulier visiblement vis-à-vis d'eux. Alors un certain nombre de ces gens se retrouvent dans l'armée. Ici c'est un nommé Raymond Boulanger qui était aussi de Winsenheim, bon c'est le hasard, et qui se retrouve dans les Balkans. Et donc un certain nombre sont au contact des alliés de l'Allemagne, hein, notamment l'armée bulgare. Là, il y a un soldat qui s'appelle Weisskircher, qui a laissé un carnet qui a été traduit et publié il y a quelques années, donc qui explique que les Bulgares ne font pas de quartier avec les prisonniers. Donc il raconte notamment un épisode en Roumanie où l'armée bulgare rassemble toute la population d'un village dans l'école et extermine tout le monde.
Mais on n'a rien le droit de dire dans nos lettres, explique-t-il dans son carnet, parce qu'il ne faut pas dénigrer les alliés de l'Allemagne. Bon. Voilà. Donc on a le contact et des paysans à la fois avec les gens qu'on envahit, mais aussi avec ses propres alliés. On a aussi beaucoup de témoignages sur l'armée ottomane, que les Allemands côtoient en Roumanie, en Galicie aussi, et bien sûr dans l'Empire ottoman lui-même. Avec des gens, notamment, qui vous expliquent que cette découverte de l'Empire ottoman, de Constantinople notamment, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on expliquait aussi tout à l'heure dans l'introduction, une ouverture d'esprit pour des gens qui, en gros, connaissaient les 5 villages autour du leur, étaient allés dans le bourg, et c'est tout ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Jamais mis les pieds ni à Strasbourg, ni à Metz, ni à Colmar, de toute leur vie. Et là, ils se retrouvent à Constantinople. Les minarets, les femmes voilées, le Constantinople de l'époque, qui n'est pas l'Istanbul d'aujourd'hui, c'est-à-dire une ville extrêmement cosmopolite. Des Grecs, quelques Arméniens encore, des Bulgares, des communautés italiennes de Constantinople. Et tout ça, ils le décrivent dans leur carnet. L'un d'entre eux, je me rappelle, m'avait même dit « c'est la plus belle période de ma vie ». J'étais dans l'intendance, je piquais des trucs, je les revendais, hein, je cite, hein, c'était un Lorrain francophone, et bien sûr, on avait toutes les nanas qu'on voulait. Voilà ce qu'il m'a dit. Et après, je suis revenu dans mon patelin, derrière ma charrue. Je sentais bien qu'il regrettait le bon vieux temps. Donc, c'est intéressant pour l'historien. Hein, c'est pas toujours la tranchée, les bombardements, les poux, les machins. Ça peut aussi être parfois quelque chose d'extraordinaire. Alors ici, c'est un soldat qui était sous-officier, en fait, élève de l'école normale d'instituteurs de Montigny-les-Metz, Joseph Karst, dont on a un certain nombre de photos. Malheureusement, ce sont des toutes petites photos Kodak qui ont beaucoup jauni. Enfin, vous voyez, ça ressemble encore vaguement à quelque chose. Il était en Palestine et il était, comme la plupart de ces soldats, très, très croyant. Donc, il est allé au Mont Tabor, pour ceux qui ne savent pas, là où s'est passée la transfiguration. Il a également ici, c'est le monastère Saint-Jean de Jérusalem, qui appartient à la France, hein, d'ailleurs aujourd'hui, fait partie des établissements français en Terre Sainte. Et donc, il était instructeur de mitrailleuses pour les soldats turcs. Et il est mort à Rayak, qui est aujourd'hui au Liban, du typhus, comme beaucoup de ces soldats qui sont morts de maladie. Hein, Et donc, dans sa famille, il a fait l'objet d'un véritable culte. Son portrait a été encadré dans la salle à manger, et ses frères et sœurs lui ont voué donc une véritable adoration jusqu'à leur propre mort, hein, c'est-à-dire très très longtemps après. Pour résumer, où trouve-t-on des Alsaciens et des Lorrains? Donc partout où l'armée allemande se bat. On vient d'envisager les Balkans, hein, donc vous voyez ici la Grèce, le nord de la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie bien entendu, l'Empire ottoman, alors y compris lors des massacres d'Arméniens. On a un jeune homme qui était originaire de Molsheim, qui s'appelle Béron, qui est plus tard devenu pasteur. Il a fondé dans les années 20 un groupe d'entraide pour les chrétiens d'Orient, donc un groupe protestant d'entraide pour les chrétiens d'Orient. Ses mémoires ont été publiées il y a quelques années aux éditions de l'Harmattan, où il raconte les massacres des Arméniens dont il était témoin, parce qu'il était dans l'armée allemande. Hein. On sait qu'un des principaux généraux qui se trouvait en Allemagne à l'époque, général von Seeckt, qui fut ensuite le commandant en chef de la Reichswehr, a fermé les yeux, voire plus, hein, sur tous ces massacres. Hein. Il ne s'agissait pas de chicaner avec les Turcs, il fallait que les Turcs continuent à marcher. Il y a quelques années, la chancelière Merkel s'est excusée au nom de l'Allemagne pour la complicité de l'Allemagne dans le génocide des Arméniens. Donc ces soldats, ils voient des choses très dures, parfois, bien sûr, sur les autres fronts aussi. Hein. On en trouve également en Italie. On parlait de Caporetto tout à l'heure. On a un témoignage d'un soldat alsacien qui participe à l'expédition qui aboutit à la déroute de Caporetto pour les Italiens. Et on en trouve énormément en France. Et ceux qui sont en France, alors ils ne sont pas tous francophones, mais un certain nombre d'entre eux le sont. Et ils ont bien sûr un accès privilégié à la population française dans les régions occupées. Alors on a notamment un témoignage sur un soldat qui reste très longtemps à Noyon, témoignage qui a été publié par ses petits-enfants il y a 3 ans, et donc qui a même une aventure, enfin plus qu'une aventure, hein, une histoire d'amour avec une platonique d'ailleurs, hein,
avec une femme dont le mari a été déclaré disparu et qui finit par revenir à la fin. Donc il n'y a pas de mariage in fine, mais ils continuent à s'écrire pendant presque 60 ans. Ils sont restés amis, amoureux certainement, pendant tout le reste de leur vie. Donc on a ces témoignages, d'ailleurs je fais une toute petite parenthèse, qu'on a aussi pour les soldats canadiens ou américains qui sont en fait francophones. Bien sûr les Canadiens français et ce qu'on appelle les franco-américains, ces Canadiens français qui avaient émigré aux États-Unis, qui se retrouvent dans l'armée américaine. Quelques témoignages sont publiés, le rôle de truchement, notamment pour les relations avec les jeunes filles, et aussi pour se procurer de la nourriture dans les pays occupés. Alors ces Alsaciens, on les retrouve également dans l'aviation. Ici, c'est un cas particulier, un nommé Ernest Köhler. D'ailleurs, bien sûr, il s'appelait Ernst à l'époque allemande. Köhler, qui était fils d'un garde forestier de Wildersbach, dans le Bas-Rhin, qui a servi dans l'aviation allemande, y compris avec Richthofen, et qui ensuite est devenu sous-officier de réserve dans l'armée française. Il a servi dans l'aviation française, pas en temps de guerre, mais il a participé à un certain nombre de périodes dans l'armée française. Également, ici, le croiseur Emden. Donc, juste un petit mot sur ce croiseur. Donc, c'est un croiseur qui se trouve dans la division allemande du Pacifique. Emden, il porte le nom d'une ville d'Allemagne du Nord, et qui réussit à s'échapper de Tsingtao, la ville allemande de Chine, avant la prise de cette ville, j'en parle juste après, par les Japonais, avec un petit contingent britannique pour que ça ait l'air interallié. Et donc, il sème la terreur dans l'océan Indien pendant plusieurs semaines, bombardant même l'Indochine, avant de finir par être, pas coulé, mais en tout cas mis hors d'état de nuire par le croiseur britannique Sydney dans l'archipel des Cocos. Alors, l'archipel des Cocos, c'est un archipel qui est à plusieurs centaines de kilomètres au sud de l'actuelle Indonésie et qui était donc sous souveraineté néerlandaise à l'époque. Les Néerlandais ont fait prisonnier l'équipage de l'Emden, mais une partie de cet équipage a réussi à voler un voilier, a traversé tout l'océan Indien en essuyant un typhon, est arrivé jusqu'au Yémen et de là, par la terre, a réussi à arriver au chemin de fer de la Mecque et ensuite à Constantinople. Et ils ont été accueillis en héros à Berlin en cours de guerre. Alors parmi, pas ceux qui ont réussi à s'échapper, mais ceux qui sont restés au pouvoir des Néerlandais jusqu'à la fin, il y a un nommé Schepoutat, alors né à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg, je suppose de parents allemands, mais enfin né en Alsace, et qui pendant la Seconde Guerre mondiale a été utilisé par la propagande allemande en disant, vous voyez, déjà pendant la Première Guerre, il y a des gens qui s'engageaient dans la marine, faites pareil, vous, jeunes de 1940 ou 1941. Donc ce Emden, ça a fait l'objet de plusieurs films, malheureusement. Aucun n'est traduit ni même sous-titré en allemand. En français, pardon. Ce sont des films allemands. Bon, une histoire extraordinaire. Il y a des morts. Combien d'Alsaciens et de Lorrains sont tués dans l'armée allemande? Difficile à dire. Le chiffre qui circule, mais sans doute, à mon avis, surévalué, c'est 30 000 morts. Sans doute un peu moins. Ici, c'est une tombe en Flandre. Donc un Alsacien qui envoie à la famille du mort la photo du camarade qui vient d'être tué. Ce qu'on retrouve dans les missels, hein, on n'a plus de missels maintenant dans l'Église catholique, mais pendant très longtemps, on en a peut-être encore un tout petit peu, mais pendant très longtemps, évidemment, messe en latin, missel, bon. Et donc, images mortuaires qu'on peut retrouver dans les brocantes, comme celle-ci, donc d'un Lorrain qui est mort Jacob, mais s'il avait vécu jusqu'en 1919, ben, il serait devenu Jacques, évidemment. Schneider, c'était Schneider à l'époque, et qui a été tué. Alors, ce n'est pas marqué où. On explique qu'il est mort dans un hôpital de campagne, mais on ne dit pas où. Et vous voyez ce mélange entre, comme en France d'ailleurs, hein, entre la religion et le patriotisme. Jesus Maria Joseph, mais en dessous, la croix de fer tout de suite. C'est d'ailleurs un village qui aujourd'hui est coupé entre la France et l'Allemagne, dans le nord de la Moselle. Et je termine, pour les minutes qui me restent, avec les prisonniers. Donc le voyage, c'est aussi la captivité, on l'a déjà entendu tout à l'heure. Alors pour beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains, c'est tout simplement la découverte de la France, qu'ils ne connaissaient pas. Même si, on a dit, il y a une immigration, il y a des gens qui ont de la famille en France, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors ici, on est à Juvisy, un convoi d'Alsaciens en 1914, où on voit un soldat français qui donne une bouteille
un soldat allemand qui fait une drôle de tête, hein. Ça sent la photo posée. On leur dit ayez l'air content, oubliez que 5 minutes avant, on vous a insulté et craché dessus, et faites semblant que tout le monde est ami. Parce qu'on a des témoignages aussi de wagons de soldats comme ça qui sont bombardés de pierres, les gens sont insultés, ce sont des Allemands, on ne fait pas la différence. Alors dans ces camps, on fait passer, dans les camps de prisonniers allemands, on fait passer une commission des Alsaciens-Lorrains pour débusquer l'Alsacien de l'Allemand, avec évidemment une marge d'erreur assez importante. L'Allemand qui a vécu en Alsace-Lorraine depuis l'âge de 6 mois, il parle aussi bien alsacien que le vrai Alsacien. L'Alsacien un peu benet, qui n'arrive pas trop à répondre aux questions, il est déclaré Boche, et une fois qu'il a le tampon sur le papier, c'est fini pour lui jusqu'à la fin de la guerre en général. Donc on trouve dans les archives des demandes d'indemnité à la fin de la guerre. J'ai été mis dans le mauvais camp alors que j'étais un vrai Alsacien, etc. Les dépôts spéciaux pour Alsaciens, donc l'un se trouve à Monistrol-sur-Loire, dans la Haute-Loire, un autre à Saint-Rambert, près de Saint-Étienne, et le dernier, c'est le château de Lourdes. Donc ceux qui sont déclarés Alsaciens-Lorrains d'origine et de sentiment français sont assimilés aux réfugiés français, ils reçoivent une carte dite tricolore et ils peuvent sortir à leur guise du camp. Le camp devient une espèce d'hôtel-restaurant s'ils n'ont pas d'autres moyens d'existence, mais ils travaillent à l'extérieur, pour la plupart. Certains sont capturés par les Britanniques, ici une fiche de rapatriement de 1919. D'autres sont capturés par les Russes. Il y a aussi des commissions qui sillonnent la Russie, y compris dans le Caucase, la Sibérie, pour retrouver les Alsaciens-Lorrains, qui sont accueillis dans plusieurs convois, notamment à Brest, par Annecy, Jean-Jacques Valls, qui est officier-interprète dans l'armée française pendant la Première Guerre. Donc on a des photos de lui accueillant les soldats à Brest. Et puis du côté allemand, on se préoccupe d'envoyer des paquets, des lettres, bien sûr, aux soldats qui sont prisonniers. Donc vous voyez ici Russland qui est écrit en gros, hein, donc on imagine que la plupart des paquets partent en Russie, mais également les autres lieux de détention, France, Angleterre et aussi Japan. Alors ces Alsaciens lorrains du Japon, on estime qu'ils étaient environ 120, on a des listes, hein. Donc ce sont ces gens qui ont été capturés à Tsingtao par les Japonais et qui passent pour la plupart 4 ans et demi ou 5 ans au Japon, jusqu'en 1919. En général, bien traités. Là aussi, il ne faut pas superposer la Seconde Guerre mondiale à la Première. A priori, les camps japonais de la Première Guerre mondiale, assez peu remplis, hein, environ 4000 Allemands et Autrichiens dans ces camps, dont ces Alsaciens, étaient tout à fait vivables, bien sûr, entre guillemets. Hein. Préféraient être à la maison que là-bas. Les rapatriements sont très lents pour ces prisonniers du Japon, pour quelques-uns aussi qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont dans l'Empire britannique, notamment en Afrique. Un certain nombre ont été capturés en Afrique, c'était dans les troupes coloniales allemandes. D'autres sont même détenus aux Indes et bien sûr en Sibérie. Alors certains se joignent à la Légion tchécoslovaque après la Révolution et on a encore des gens qui reviennent en 1921. Alors pour finir, bon, le mot n'est pas le bon, mais presque escroquerie intellectuelle. Le monument aux morts de Strasbourg. La mère qui a 2 fils dans ses bras, celui qui est mort dans l'armée française, celui qui est mort dans l'armée allemande. En réalité, la très grande majorité, pour les raisons que je vous ai expliquées, était dans l'armée allemande. Néanmoins, je termine avec un petit appendice sur les Alsaciens-Lorrains de l'armée française, sachant que ces personnes-là, c'est environ 17 à 20 000 personnes de nationalité allemande qui se sont engagées dans l'armée française, mais auxquelles il faut rajouter les dizaines de milliers de Français d'origine alsacienne ou lorraine, soit fils d'optants, soit eux-mêmes optants pour les plus anciens, mais qui avaient été réintégrés dans la qualité de Français. Alors parmi eux, ici, ce sergent Fink, engagé volontaire à l'âge de 49 ans, qui avait déjà fait la Légion étrangère plus jeune, au Tonkin, et qui voulait absolument casser du Boche. Donc lui, il est resté sur le front français avec une fausse identité. Il est devenu Léon Durand, né à Villepinte, et en cas de capture, il était prisonnier de guerre. Parce que s'il était démasqué, il était fusillé comme déserteur et traître, ce qui a été le cas de quelques-uns.
Néanmoins, la plupart de ces Alsaciens, ici une autre figure, le chanoine Humbricht, originaire d'Aubernais, un colonial et missionnaire avant la guerre. Autre soldat de l'infanterie coloniale, futur général Hunziger, né à Lesneven, mais d'un père alsacien. Et puis, bien sûr, le plus célèbre d'entre tous, Mangin, né à Sarrebourg, que vous voyez ici, après la guerre, lors d'une visite au Pérou en 1921. Alors, où étaient, pour finir, tous ces Alsaciens lorrains, à part ces grandes figures? Ils étaient souvent dans les bataillons de Zouaves et envoyés en Afrique du Nord pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des Allemands en cas de capture. Donc, des compagnies entières de bataillons de Zouaves étaient composées d'Alsaciens lorrains, avec parfois, ça a donné lieu à pas mal de problèmes, comme sous-officiers des Allemands de la Légion étrangère. On n'a pas quitté l'armée allemande pour se retrouver avec les Boches. Bon, j'ai écrit un petit truc là-dessus aussi, c'est très peu connu aussi, ces Allemands qui ont combattu dans l'armée française pendant toute la guerre 14-18. Des gens de la Légion qui sont restés fidèles à la France. Et quelques-uns se retrouvent au Tonkin. Dans le bataillon du Tonkin, il y a des Alsaciens lorrains, et même un certain nombre en Sibérie. Donc vous voyez ici une photo assez exotique de ce bataillon français de Sibérie, dans lequel on trouve beaucoup d'Alsaciens lorrains. Alors la dernière image, donc le mot de la fin, eh bien le retour à la France, c'est aussi la découverte de la France. Donc je le disais, la plupart de ces Alsaciens lorrains n'avaient jamais été en France, et ils sont astreints au service militaire à partir de 1920 dans l'armée française. Comment va-t-on procéder? La plupart de ces gens, rappelons-nous, ne parlent pas français. Donc le but, c'est de les franciser. En même temps, ce n'est pas non plus de les envoyer à l'autre bout de la France parce qu'il faut qu'ils puissent revenir en permission chez eux. Il y a aussi un aspect financier. On doit leur payer le train depuis Toulouse, ça coûte plus cher que si on doit le payer depuis la Champagne ou depuis la Franche-Comté. Alors beaucoup d'entre eux, c'est ce que Clémenceau avait finalement décidé, sont envoyés dans les corps d'armée proches, donc notamment le 6e de Châlons et le 7e de Besançon. Donc ils sont en France, de l'intérieur maintenant, comme on dit, mais ils ne sont pas trop loin de chez eux. On leur apprend le français à haute dose. Et ici, vous avez donc des artilleurs de Chalon-sur-Marne. Celui qui est surmonté d'un petit V, ben, c'est tout simplement l'un de mes grands-pères, donc qui a appris le français à Châlons pendant son service militaire. Vous voyez ce qu'il tient en main, il a aussi appris à fumer. Mais ça, c'était dans toutes les armées de l'époque. Et donc lui, il a été uniquement dans l'armée française, mais mon autre grand-père a fait la Première Guerre mondiale dans l'armée allemande. Il a encore été mobilisé en 1938 dans l'armée française. Donc, il y a d'ailleurs toute une problématique dans les années 20. Qu'est-ce qu'on fait des officiers de l'armée allemande devenus français? Est-ce qu'on les accepte comme officiers de réserve dans l'armée française? Si oui, avec le même grade ou un grade inférieur? Bon. Alors finalement, les députés alsaciens-lorrains comme Robert Schuman ont réussi à obtenir une équivalence complète. Donc si vous étiez lieutenant dans l'armée allemande, vous deveniez lieutenant de réserve dans l'armée française, mais ça a fait grincer un certain nombre de dents. Alors, un étudiant avait commencé une étude là-dessus il y a quelques années, mais s'est perdu dans les sables mouvants. Bon, malheureusement, comme ça arrive souvent. Donc vous voyez, le voyage, ouverture d'esprit pour le soldat alsacien-lorrain, comme pour le soldat français, comme pour le soldat américain. On retrouve des permanences dans toutes les armées. Je vous remercie.